Le 27 juillet 1948, dans une cellule de détention du camp King près d'Oberursel, en Allemagne de l'Ouest, Otto Skorzeny franchit une porte latérale au crépuscule vêtu d'un uniforme de police militaire américaine qui ne lui avait pas été attribué. La chaleur de la fin juillet ne s'était pas encore dissipée dans les collines du Taunus et les semelles en caoutchouc de bottes empruntées ne faisaient presque aucun bruit sur le gravier, tandis qu'un Autrichien de 6 pieds 4 pouces portant la cicatrice diagonale d'une fraternité de duel viennoise sur sa joue gauche passait devant 3 sentinelles américaines qui tournèrent leur visage vers le mur. Le souvenir populaire de l'homme qui franchit cette porte est figé en 1943. Les planeurs sur la corniche rocheuse du Grand Sasso, Mussolini décollant du sommet dans un Fieseler-Storch qui n'aurait pas dû pouvoir décoller, le titre que les services de renseignement d'Eisenhower inscrivirent sur une affiche de recherche « L'homme le plus dangereux d'Europe ». Cette photographie figea l'homme. Tout ce qui vint ensuite, le spectateur moyen ne l'a jamais appris. L'acquittement de Dachau du 9 septembre 1947, l'évasion de juillet 1948, les années madrilènes, l'adresse de la cale del Pinar, le bureau de l'Avenida General Perón, l'appel téléphonique du Mossad de septembre 1962, le certificat de décès de l'hôpital La Paz, Madrid, daté du 5 juillet 1975, l'opération Greffe et les Jeeps sous faux pavillon de décembre 1944, le dossier d'enquête de Malmedy, Nara Record Group 153, 10 accusés acquittés à Dachau, la disparition du camp d'internement en septembre 1948. L'arrivée à Madrid en 1950 via Paris et Salzbourg, le supposé contact consultatif de 1953 avec l'Égypte de Nasser, l'approche de 1962 à Dublin, Odessa, Dispin, des noms que des historiens comme Guy Walters et Stuart Smith ont passé des décennies à séparer entre faits et légendes. Mais l'homme au centre de toutes ces couches n'est pas sur un planeur dans cette histoire. Il est à un bureau madrilène en 1962, levant un téléphone vers une voix qui prétend appartenir à un homme d'affaires allemand et qui appartient en réalité à un officier traitant israélien. La conversation que les historiens ne purent reconstituer à partir des archives avant le début des années 2000, la conversation qui commence là où la légende s'achève. Auf Friedenthal, l'école de commando SS qui forgea l'homme qu'Eisenhower craignait. Otto Skorzeny avait 34 ans. Il mesurait 6 pieds 4 pouces, était diplômé en ingénierie autrichienne, ancien bagarreur des rues de Vienne, et portait sur sa joue gauche la cicatrice diagonale d'une fraternité étudiante de duel. Né à Vienne le 12 juin 1908, formé comme ingénieur, attiré par le mouvement nazi autrichien au début des années 1930, il avait servi comme officier SS sur le front de l'Est avant d'être renvoyé chez lui en 1942 avec des ulcères d'estomac et une blessure à la tête. En avril 1943, par un ordre de transfert passé par le bureau d'Ernst Kaltenbrunner, il reçut le commandement du Sonderlehrgang Oranienburg ZBW Friedenthal, une unité d'entraînement à vocation spéciale installée dans un pavillon de chasse au nord de Berlin. Les dossiers de la formation Friedenthal au Bundesarchiv, dans la série NS-19 du personnel du Reichsführer SS, décrivent un petit commandement, quelques centaines d'hommes, des pilotes de planeurs, des spécialistes des démolitions, des locuteurs de langues étrangères. L'unité n'avait aucun objectif clair. Puis l'Italie s'effondra. Le 25 juillet 1943, le Grand Conseil fasciste destitua Mussolini. Le roi ordonna son arrestation. Il fut déplacé d'un lieu à un autre afin de garder sa localisation secrète. Début septembre, il était détenu à l'hôtel Campo Imperatore, une station de ski située à 42 degrés 26 minutes nord, 13 degrés 33 minutes et sur une selle du massif du Gran Sasso à 2130 mètres d'altitude, accessible uniquement par funiculaire. Le 12 septembre 1943, 12 planeurs DFS 230 transportant les commandos de Skorzeny et une force parallèle de 100 parachutistes Fallschirmjäger sous les ordres du major Harald Morse atterrirent sur la prairie rocheuse au-dessus de l'hôtel. Les combats durèrent quelques minutes, aucun tir des sauveteurs. La garnison des carabiniers se rendit.
Le pilote Heinrich Gerlach redécolla de la même corniche dans un Fieseler Storch avec Mussolini et Scorzeni à bord. 3 hommes dans un avion biplace à surcharge maximale, les roues rebondissant sur une bande de terrain accidentée de 100 mètres avant que la portance ne prenne. Les archives des carabinieri italiens conservées à l'Archivio Central dello Stato à Rome enregistrèrent l'opération comme un raid aéroporté coordonné. Les dossiers du Bundesarchiv enregistrèrent la même chose. Le bureau de propagande allemand produisit autre chose. Le magazine Signal plaça le visage de Scorzeni en couverture de son numéro d'octobre 1943. La croix de chevalier lui fut remise personnellement par Hitler. La légende fut construite en 1 semaine. Et c'est ici que les archives historiographiques divergent de la mémoire populaire avant même la fin de la guerre. Les archives opérationnelles de Friedenthal, dans les journaux de guerre, dans les dossiers italiens, montrent une petite action aéroportée à haut risque bien coordonnée avec un commandement partagé. Le major Morse dirigeait les parachutistes. La planification opérationnelle était conjointe. Les archives de propagande montrent un seul homme dans un planeur. Charles Whiting documenta cet écart en 1972. Stuart Smith le documenta de nouveau, avec un accès archivistique plus large, en 2018. Le mythe, autrement dit, fut un atout opérationnel avant d'être un handicap d'après-guerre. En octobre, la photographie figurait sur toutes les unes de l'Europe occupée. 6 semaines plus tard, un dossier portant le nom de Scorzeni sur sa couverture traversa le bureau des renseignements d'Eisenhower à Londres, et dans la marge d'une page de résumé, une main dont le propriétaire n'a jamais été identifié de manière concluante dans la littérature d'après-guerre, écrivit les 4 mots qui suivraient cet homme pour le reste de sa vie. L'opération Greif, les jeeps sous faux pavillon et l'ombre de Malmedy. Le 22 octobre 1944, à la Wolfschanze en Prusse orientale, Adolf Hitler ordonna personnellement à Otto Skorzeny de constituer une brigade de soldats anglophones vêtus d'uniformes américains pour une offensive hivernale dont la date ne lui était pas encore autorisée à connaître. L'ordre, enregistré dans le journal de guerre de l'état-major opérationnel de l'OKW, est reconstitué à partir des transcriptions d'interrogatoires d'après-guerre au Nara Record Group 338, accordait à Skorzeny 6 semaines. La nouvelle formation fut désignée Panzer Brigade 150. Sa base d'entraînement était Grafenwöhr. Sa liste d'équipements demandés comprenait des jeeps américaines, des semi-chenillés M3 et des déguisements de type Sherman montés sur des châssis de Panzer 5 OSFG avec des panneaux de tôle soudés sur la silhouette. Environ 30% seulement de l'équipement demandé se matérialisa réellement. Les déguisements Sherman ne trompaient personne à la lumière du jour. La sélection linguistique des recrues en anglais s'effondra lorsqu'il devint évident que moins de 10 hommes dans toute la brigade pouvaient se faire passer pour des locuteurs américains natifs. La plupart des volontaires avaient appris l'anglais scolaire à Cologne ou Hambourg dans les années 1930. Le plan échouait déjà sur le papier. Au sein de la brigade, un plus petit élément de commando fut détaché. Leinheit Stielau, nommé d'après son premier commandant, avec 9 équipes entraînées à l'infiltration en uniforme américain de première ligne. Leur mission était le sabotage et la confusion derrière les lignes, couper les câbles téléphoniques, inverser les panneaux routiers, rediriger les colonnes. Le 16 décembre 1944, le matin où l'offensive des Ardennes débuta, les 9 équipes Stielau franchirent les lignes américaines en jeep. L'une atteignit la Meuse. Une autre inversa des panneaux routiers à Mannheim et envoya une colonne américaine dans la mauvaise direction à un carrefour critique. La plupart furent capturés dans les 48 heures. Puis la panique commença. Les commandos capturés au centre d'interrogatoire de Liège, interrogés par des officiers du CIC de l'armée américaine, les transcriptions se trouvent au Nara RG 498, parlèrent librement. L'un d'eux, embellissant peut-être l'histoire, affirma qu'une équipe avait été envoyée pour assassiner le général Eisenhower lui-même à Versailles. Cette affirmation n'était soutenue par aucun ordre opérationnel dans la série RH-21 du Bundesarchiv, militaire archive concernant la 6e armée Panzer. Elle était presque certainement fausse. Cela fonctionna quand même. Le Chaef verrouilla Versailles.
Eisenhower fut confiné dans ses quartiers sous forte garde. Les officiers voyageaient avec des casques et dans des véhicules non marqués. La police militaire américaine vérifiait les identités en posant des questions sur le baseball, les capitales des États et Betty Grable. L'histoire du complot visant à assassiner Eisenhower circula dans la presse américaine jusqu'à Noël. Au moment où elle fut discrètement démentie, le nom de Skorzeny avait atteint tous les foyers américains possédant une radio. Les tueries de Malmedy du 17 décembre 1944, enregistrées dans le dossier 100-450 du NARA Record Group 153, eurent lieu au sein d'un commandement séparé. Le Kampfgruppe Piper de Joachim Piper, un élément de la première division SS Panzer. Piper avait 31 ans à l'époque. Les deux formations n'étaient pas liées. Aucun tribunal n'a placé Skorzeny à Malmedy, ni ne l'a tenu responsable de ce qui s'y est passé. Les archives historiques sont sans ambiguïté sur ce point, mais l'enquête sur Malmedy, l'enquête Graef et les interrogatoires Stiello furent classés dans le même bâtiment physique de la branche des crimes de guerre de l'armée américaine à Wiesbaden. Au printemps 1945, ils étaient empilés sur la même étagère. La panique autour de l'assassinat s'éteignit en une semaine. La brigade fut dissoute en un mois, mais la question juridique que Skorzeny s'était créée en ordonnant à des hommes de porter l'uniforme ennemi ne disparut pas. Elle resta dans un dossier à la branche des crimes de guerre de l'armée américaine portant son nom sur la couverture, et ce dossier serait rouvert dans une salle d'audience à Dachau 2 ans et demi plus tard. À Dachau, août 1947, le procès qui aurait dû le faire tomber. Le 18 août 1947, dans une caserne SS convertie du camp d'internement de Dachau, l'affaire 6-100 du tribunal militaire des États-Unis s'ouvrit contre 10 hommes, avec Otto Skorzeny assis en premier dans le box des accusés. L'accusation portait sur l'utilisation d'un uniforme ennemi durant le combat en violation des lois de la guerre. Le procureur principal était le lieutenant-colonel Albert Rosenfeld. Le principal avocat de la défense était le lieutenant-colonel Robert Durst, un officier de l'armée américaine affecté à l'affaire. La transcription du procès, conservée au NARA Record Group 153 dans les archives du Office of the Judge Advocate General, fut déclassifiée en 1958 avec d'importantes suppressions, puis avec des suppressions réduites en 1995. La reconstitution de Stuart Smith en 2018 travaille directement à partir de ce matériel. L'affaire de l'accusation était, en apparence, solide. Les commandos de Stiello capturés portaient des uniformes américains au moment de leur arrestation. L'ordre formant la Panzerbrigade 150 portait la signature de Skorzeny. Les ordres pour le détachement Stiello étaient passés par son commandement. Les pertes causées par l'incident de Manet étaient documentées. La panique de Versailles figurait au dossier. Puis l'affaire commença à s'affaiblir. L'accusation ne put produire un seul témoin, plaçant les hommes de Skorzeny en uniforme américain sur la ligne de front pendant des échanges de tirs, le seuil juridique exact qu'exigeait l'accusation. Les équipes de Stiello avaient été déguisées, oui, mais la doctrine de la perfidie, telle qu'elle existait en 1947, distinguait le port d'un uniforme ennemi pour l'infiltration et son abandon avant le combat, du fait de combattre avec. Les ordres documentés de Skorzeny exigeaient spécifiquement que les hommes abandonnent l'uniforme américain avant tout engagement direct. La question de savoir si cet ordre avait été suivi dans tous les cas était une question distincte, et une question que l'accusation ne put résoudre. Puis vint le témoin qui décida du procès. Le 6 septembre 1947, le Wing Commander Forrest Frederick Edward Yo Thomas, GC, du Special Operations Executive britannique, prit la parole pour la défense. Son dossier SOE, série HS9, au National Archives du Royaume-Uni à Kew, documente en détail ce qu'il déclara alors devant le tribunal. Que lui-même, en tant qu'agent du SOE dans la France occupée, avait opéré en uniforme allemand derrière les lignes ennemies à plusieurs reprises, que la doctrine du SOE britannique l'avait explicitement autorisé, et que si Skorzeny était un criminel de guerre pour ce que la Panzerbrigade 150 avait fait, alors lui, Yo Thomas, était également un criminel de guerre pour ce que le SOE avait fait. Il nomma des missions, il nomma des dates,
Il nomma l'officier britannique qui avait autorisé les opérations. L'accusation n'avait aucune réponse. Le 9 septembre 1947, le tribunal rendit un acquittement unanime sur toutes les charges pour les 10 accusés. La presse américaine classa le verdict comme une note de bas de page, derrière les grands procès de Nuremberg qui se déroulaient en parallèle. Les journaux de Vienne et de Munich lui accordèrent davantage d'espace. Skorzeny ne sortit pas libre. L'acquittement clôtura l'affaire de crimes de guerre. Il ne clôtura pas l'affaire de dénazification. Il fut renvoyé le jour même dans une cellule de détention en attendant les procédures de classification dans le cadre du mécanisme allié de dénazification, procédures dans lesquelles il aurait passé des années. Voici le résultat structurel historiographique que la mémoire populaire n'a jamais absorbé. L'acquittement de Dachau, l'évasion de juillet 1948, la résidence espagnole et les longues années madrilènes se trouvent dans 3 archives nationales différentes, dans 3 langues différentes, sous 3 régimes d'accès différents. Nara Record Group 153 à College Park, le Bundesarchiv NS-19 à Berlin-Lichterfelde. Les archives du Ministerio de l'Intérieur espagnol à Madrid, partiellement fermées à ce jour. Aucun récit consensuel d'après-guerre ne les relia avant la littérature spécialisée de la fin des années 1990 et des années 2000. Hunting Evil de Guy Walters en 2009, Otto Skorzeny, The Devil's Disciple de Stuart Smith en 2018, des recherches en langue espagnole qui passèrent lentement vers l'anglais. La suppression ici n'est pas une conspiration. C'est la préférence historiographique pour les histoires courtes. L'acquittement fut lu en audience publique. La presse le classa comme une note de bas de page derrière des verdicts de Nuremberg plus importants, et Skorzeny fut renvoyé le jour même dans une cellule de détention en attente de procédures de dénazification qu'il savait déjà qu'il n'attendrait pas jusqu'au bout. La question, au printemps 1948, n'était plus de savoir s'il sortirait de ce camp, seulement quelle nuit, par quelle porte et avec le silence de qui. Madrid, la protection de Franco et l'homme qui ne cessa jamais de travailler. Le 27 juillet 1948, à environ 19h40, 3 hommes en uniforme de police militaire américaine sortirent de l'installation d'internement de Darmstadt par une porte latérale et les registres du 7707e European Command Intelligence Center de l'armée américaine enregistrèrent leur absence lors de l'appel du lendemain matin, 11 heures plus tard. Les 3 hommes étaient Skorzeny, son ancien adjudant Karl Radl, et un 3e ancien officier SS, dont l'identité fut confirmée par le CIA Name File, déclassifié au Nara Record Group 263 seulement après les divulgations partielles de 2001 et 2005 dans le cadre du Nazi War Crimes Disclosure Act de 1998. Les uniformes de MP américains n'avaient presque certainement pas été volés. Ils avaient presque certainement été remis. Par qui et sous quelle autorité, le dossier déclassifié ne le dit pas. Il n'y eut pas de chasse à l'homme. Aucun ordre officiel de recapture ne fut émis pour Skorzeny par l'armée américaine. Le dossier du 7707e sur la disparition est bref. La route de l'évasion, telle que l'historien Guy Walters l'a reconstituée à partir du CIA Name File, allait de Darmstadt à Paris, puis vers le sud jusqu'à Salzbourg, dans la zone française de l'Autriche occupée, où Skorzeny resta plus d'1 an, puis vers Madrid en 1950. Il arriva en Espagne avec un passeport que le gouvernement de Franco avait soit délivré, soit reconnu. L'évaluation de la CIA concernant son statut, rédigée en 1951 et conservée au NARARG 263, le décrivait comme d'intérêt opérationnel, mais non directement recruté. Cette formule revient dans tout le dossier pendant une décennie. À Madrid, il devint homme d'affaires. Il enregistra une société d'import-export en 1951. Le bureau de l'Avenida Général Perron gérait l'acier, les machines-outils et des contrats d'ingénierie. Son appartement se trouvait Cal del Pinar. En 1954, il épousa Ilse Lütje, nièce de Hjalmar Schacht, l'ancien président de la Reichsbank et accusé de Nuremberg, qui avait lui-même été acquitté en 1946. Ce mariage donna à Skorzeny un nouveau cercle de contacts au sein de la communauté allemande en exil en Espagne et en Argentine. Le CIA Name File, à travers ses pages déclassifiées,
montre un homme placé sous une surveillance continue de faible intensité par plusieurs services de renseignement occidentaux qui n'agirent jamais contre lui. L'organisation de Reinhard Gehlen, le service de renseignement extérieur ouest-allemand d'après-guerre, qui devint le BND, avait documenté des contacts avec lui par l'intermédiaire d'intermédiaires. Le US Counter-Intelligence Corps continua à rédiger des rapports sur ses déplacements. La CIA ne le recruta jamais comme agent, mais le dossier enregistre des débriefings répétés sur ses contacts commerciaux au Moyen-Orient. L'image populaire des réseaux d'évasion allemands d'après-guerre, ce que le roman de Frederick Forsyth de 1972 appelait Odessa, ce que d'autres appelaient Dispin, ne correspond pas aux archives. Ce que les historiens ont appelé les réseaux d'évasion d'après-guerre étaient, dans la reconstitution de Walters, plus lâches, plus improvisés, plus dépendants de sympathisants individuels et d'états individuels que d'une organisation structurée. L'Odessa, en tant qu'organisation nommée et hiérarchique, n'a été trouvée dans aucune archive. Les archives montrent quelque chose de moins cinématographique et de plus inconfortable, un réseau de commodités étatiques. Au début des années 1950, le commerce de l'expertise avait commencé. Après la révolution égyptienne de 1952 et la consolidation du pouvoir de Gamal Abdel Nasser, des techniciens allemands et d'anciens officiers commencèrent à se rendre au Caire sous contrat pour conseiller les institutions militaires et policières égyptiennes. Le nom de Skorzeny apparaît à plusieurs reprises dans les entrées du Secretariat à Name File de 1953 et 1954 en lien avec ce commerce. Qu'il se soit rendu personnellement en Égypte, qu'il ait directement servi le service de renseignement de Nasser, le Mukhabarat, ou qu'il ait agi comme intermédiaire basé à Madrid plaçant d'autres Allemands dans des contrats égyptiens, le dossier documentaire permet les trois interprétations, et les historiens divergent quant à celle qui est la plus proche de la vérité. La reconstitution de Stuart Smith en 2018 penche vers la troisième. Au moment où l'équipe du Mossad à Dublin, en septembre 1962, passa l'appel vers un numéro madrilène, Skorzeny était depuis 14 ans un homme libre, actif, marié et homme d'affaires. Et ce que les Israéliens voulaient de lui n'était pas son arrestation. Cela, comme on le verrait, était la partie la plus étrange de tout l'arrangement. L'approche du Mossad, les ingénieurs égyptiens et un certificat de décès de Madrid. À Dublin, en septembre 1962, dans le bar du Shelbourne Hotel, un officier traitant israélien nommé Rafi Eitan s'assit en face d'un Autrichien de 1,93 m et expliqua, dans un allemand soigneusement choisi, ce qui arriverait si l'Autrichien n'acceptait pas de travailler pour l'État d'Israël. La conversation est reconstituée dans Rise and Kill First de Ronen Bergman, publié en 2018, s'appuyant sur un large accès aux archives du Mossad. Elle est corroborée, avec moins de détails, dans Spies Against Armageddon de Dan Raviv et Yossi Melman, publié en 2012. Eitan avait 42 ans. Il avait été officier supérieur dans l'équipe de capture d'Eichmann à Buenos Aires 2 ans plus tôt. Il vint à Dublin parce que Skorzeny s'y trouvait pour visiter des contacts commerciaux. L'inquiétude israélienne concernait le programme de missiles égyptiens à Héliopolis. Nasser avait engagé des ingénieurs allemands, Wolfgang Pilz, Heinz Krug, Hans Kleinwarter, d'autres, pour construire des missiles sol-sol destinés, à terme, à être utilisés contre Israël. La réponse du Mossad, une opération plus tard appelée Damoclès, comprenait des lettres piégées, des enlèvements et des pressions directes sur les ingénieurs et leurs familles en Allemagne de l'Ouest. Heinz Krug fut enlevé à Munich le 11 septembre 1962 et le corps ne fut jamais retrouvé. L'offre d'Eitan à Skorzeny, telle que Bergman la documente à partir des archives du Mossad, était directe. Le Mossad possédait un dossier séparé au nom de Skorzeny. Ce dossier pouvait être fermé. En échange, Skorzeny fournirait des noms, des adresses, des évaluations techniques et des analyses comportementales des ingénieurs allemands du Caire qu'il connaissait personnellement à travers le réseau madrilène. Il accepta. Pendant les années suivantes, selon les sources du Mossad auxquelles Bergman eut accès, Skorzeny servit d'informateur israélien sur le programme de missiles égyptiens. Les informations qu'il fournit façonnèrent les listes de cibles de l'opération Damoclès. En 1965, sous une pression combinée, les ingénieurs allemands s'étaient en grande partie retirés du Caire. Le programme s'effondra.
Scorzeni avait effectivement aidé à fermer un projet qu'il avait, dans les années précédentes, très probablement aidé à doter en personnel. Il vécut encore une décennie. Il continua à diriger son entreprise madrilène. Il fut photographié lors de réunions d'anciens SS. Il accorda des interviews à des magazines ouest-allemands dans lesquels il niait toute implication dans des crimes de guerre et faisait l'éloge de la Wehrmacht. Il ne retourna jamais en Autriche. Un mandat d'arrêt autrichien de 1948 restait techniquement ouvert et il ne retourna jamais en Allemagne, sauf brièvement. Le 5 juillet 1975, à l'hôpital La Paz de Madrid, il mourut d'un cancer du poumon à l'âge de 67 ans. Le décès est enregistré dans le registre civil espagnol, Registro Civil de Madrid, juillet 1975. Les funérailles eurent lieu au cimetière de l'Almudena. Parmi les personnes en deuil figuraient d'anciens vétérans de la Wehrmacht et de la Waffen-SS qui effectuèrent le salut militaire allemand, le geste militaire à main ouverte, et non le salut du régime, une distinction qui importe dans chaque photographie survivante des funérailles. Il n'y eut aucun honneur d'État. Aucun représentant du gouvernement espagnol n'était présent. La tombe fut marquée d'une croix de fer. Voici la preuve qui existe déjà dans les archives. Nara Record Group 263, le CII, a name file sur Otto Skorzeny, déclassifié par étapes entre 2001 et 2007. Nara Record Group 153, la transcription du procès de Dachau, déclassifié en 1958 avec des suppressions réduites en 1995. Série HS9 des National Archives du Royaume-Uni, les dossiers du SOE incluant la documentation du témoignage de Yeo Thomas. Série NS19 du Bundesarchiv pour les dossiers de la formation Friedenthal. Série RH21 du Bundesarchiv Militaire Archive pour la 6e armée blindée. La reconstitution archivistique de Stuart Smith en 2018. Le travail de Guy Walters en 2009 sur la question des évasions d'après-guerre. L'accès de Ronen Bergman aux sources du Mossad en 2018. Le certificat de décès du registre civil espagnol. Rien dans le dossier détaillé de l'après-guerre n'est véritablement contesté. L'histoire n'a pas changé, seule sa présentation a changé. Le dossier du Nara RG 263 était encore déclassifié par fragments jusqu'en 2007. La documentation du Mossad ne fut publiée qu'en 2018. Les archives espagnoles restent partiellement fermées à ce jour, et la question n'est plus ce qu'Otto Skorzeny fit entre 1945 et 1975, mais pourquoi l'homme le plus dangereux d'Europe devint l'homme le plus utile pour 3 services de renseignement et fut enterré en 1975 avec tous les honneurs militaires par des hommes qui avaient servi à ses côtés dans une guerre que le monde avait accepté de se rappeler sans lui. La pierre tombale au cimetière de l'Almudena à Madrid porte son nom et la date, le 5 juillet 1975. Aucun symbole d'État n'y figure. La croix de fer est présente. La cicatrice de duel, enregistrée dans chaque photographie de guerre depuis Vienne dans les années 1930 jusqu'à la couverture de propagande du magazine Signal en 1943, jusqu'aux photographies du box des accusés de Dachau en août 1947, jusqu'aux images de presse madrilènes des années 1960, étaient alors depuis longtemps enterrées, mais les photographies elles-mêmes sont toujours dans les archives. La collection du Bundesarchiv, la série Signal à l'Imperial War Museum, les dossiers de presse à Madrid. L'homme qui conçut le raid du Gran Sasso, qui porta un uniforme américain qui ne lui avait pas été attribué en 1944 puis à nouveau en 1948, qui conseilla à Madrid et informa le Mossad dans l'affaire des ingénieurs égyptiens, ne fut pas caché par une conspiration. Il fut caché par la commodité silencieuse et accumulée d'une demi-douzaine d'États qui le trouvèrent plus utile vivant et silencieux que sur le banc des témoins. Le American Counter-Intelligence Corps avait ses raisons. L'organisation Gehlen avait ses raisons. L'Espagne de Franco avait ses raisons. Le Mossad, en 1962, avait ses raisons. Chaque agence ferma sa propre porte derrière lui. La compression des manuels scolaires ferma la dernière. Le dossier historique n'a pas changé. Les documents sont toujours dans les archives. Otto Skorzeny, décédé le 5 juillet 1975, Madrid. Ce contenu est fourni uniquement à des fins éducatives et de réflexion historique. Pour toute citation académique, veuillez consulter les sources archivistiques primaires référencées.